débatteurs, ceux qui veulent l'ouïe, c'est un spectacle de taille. Présentation, étape. Bonjour à tous. Je suis l'élève Christine Dodi de la 3e année littéraire à l'EDA Pupel. Merci. Bonjour à tous. Je suis Kalaka Chambi, débatteur de l'EDA Pupel en 6e année. Merci. Débatteur de l'école d'application de l'UPEL. Merci. Grandissime audience, honorable jury, éminent débatteur, bonjour. Je suis élève du la Gloria de la 5e littéraire du lycée national. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Chilanda Katara et Ati de la 5e littéraire. Bonjour à tous. Je suis l'élève Tchama Moussongo de la princesse. À vous titre de qualité respective de vous présenter vos salutations. Élève de 5e scientifique du lycée d'enseignant Chamba. Merci. Nous avons entendu la présentation de ces deux écoles. Je rappelle, les spirituels trouvent son expression dans le visage, l'intellectuel trouve son expression dans la structure de ses idées. Voilà, il s'agit non pas de l'argument de la force, mais la force de l'argument. Pas l'argument de la force de l'argument. Sous votre autorisation, auguste assistance, je demande aux deux capitaines de ces deux équipes de se lever et d'aller piocher le membre du jury. Le thème, je rappelle le thème. Pour une paix durable dans le monde, guerroyer ou dialoguer. Pour une paix durable dans le monde, guerroyer ou dialoguer. La lutte contre la malnutrition intellectuelle va bientôt commencer. Soyez sûrs, ça va aller. Étape Shaumba. On se calme. La réalité va nous prouver. La réalité. Étape. Étape, il faut guerroyer pour une paix durable dans le monde. Le dialogue pour Shaumba. Il faut dialoguer pour Shaumba. Il faut dialoguer pour une paix durable dans le monde. Faut-il guerroyer ou dialoguer? On est prêt. 5 minutes pour l'introduction, c'est la grande finale. 5 minutes pour l'introduction. J'appelle ici, sous vos ovations, étape UPEN. L'introduction. Ouvrons nos esprits. Madame la Présidente, chers membres du jury, chères co-débatteuses, auguste assemblée, à vos titres et qualités respectives, bonjour. Le désir d'une paix durable a été une préoccupation majeure tout au long des
l'histoire de l'humanité. Cependant, la méthode pour atteindre cet objectif reste un sujet de débat parmi les universitaires, les politiciens, les militants. Les deux approches prédominantes de cette question ont été le dialogue et la guerre. Les deux ont été utilisés à travers l'histoire. Les deux ont connu des succès et des échecs. Néanmoins, l'une de ces méthodes a mieux fonctionné que l'autre. Je parle bien sûr de la guerre. Wow. Mais en quoi consiste-t-elle? Prenons cette simple définition du Wikipédia qui stipule que la guerre est un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques considérés comme des États. Pouvant prendre plusieurs formes, la guerre est alors des religions, civiles, ethniques, révolutionnaires ou de sécession. S'il est vrai que la guerre a des effets dévastateurs, il est également vrai que la guerre présente certains avantages pour la lutte d'une paix durable. Comme le disait le célèbre philosophe Aristote, l'objet de la guerre, c'est la paix. L'objet de la guerre, c'est la paix. Mais il y a un aspect de la guerre qui est souvent négligé par tous. Tous connaissons que la guerre tue, la guerre c'est ci, la guerre c'est là. Mais il y a un aspect de la guerre qui est négligé, à savoir comment la guerre contribue à la paix. L'histoire regorge d'exemples de conflits qui ont contribué à la paix. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, qui s'est avéré le conflit le plus meurtrier avec une perte militaire de 22 à 25 millions de personnes. Cependant, cette même guerre-là, après la guerre, il convient de mentionner en cet après-midi que le monde a eu une paix sans précédent. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde connaît une paix sans précédent. Sans précédent, s'il vous plaît. Prenons un autre exemple de la façon dont la guerre contribue pour la paix. Peut-être vu dans le conflit entre l'Égypte et l'Israël. Dans les années 1970, les deux pays ont des accords depuis plusieurs années, mais en 1973, pouf, l'Égypte lance une attaque surprise contre Israël. Waouh, quelle ironie! Le conflit est connu sous le nom de Yom Kippour. Le conflit a duré plusieurs semaines et a entraîné des pertes importantes pour les deux parties, c'est-à-dire l'Israël et l'Égypte. Les deux ont subi des pertes importantes. Mais après cela, cependant, cette guerre, il y a eu des signatures des accords par le Camp David 1978 qui a normalisé les relations entre l'Égypte et l'Israël et a établi une région de paix. Il reste le plus important et il reste l'accord le plus réussi du Moyen-Orient. Waouh! Mais sachez qu'avec ce point de vue, la guerre n'est pas un état passif, mais bien au contraire, un état actif. C'est-à-dire, on se bat pour la paix. On la prépare activement. En préparant paradoxalement la guerre. Cette duplicité nous ramène à cette figure, à ce double visage d'Athéna. Pacifique et guerrière à la fois. Je terminerai pour dire Civis Pacem Parabellum. L'éloquence est une douceur, mais également une violence. Il faut donc conquérir l'esprit
Et lorsque l'esprit est conquis, les cœurs adhèrent et les corps s'abandonnent. Nous appelons Shaoumba. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous représentons encore une fois le bonjour. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Maître renard par le doigt léché lui sauta... Silence, silence s'il vous plaît. Je vais reprendre. Silence. Maître corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage. Renard par l'odeur alléchée lui sauta dessus? Non. Il lui sauta dessus? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Évidemment. Hey, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous le semblez beau, bien qu'il ne le pense pas. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes les félistes et hôtes de ce bois, vous flatteur. À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa voix, bien respect. Le renard sans ses yeux, le bon monsieur apprenait que plus facile ne veut pas de celui qui n'est plus. Cette notion revient en fromage sans doute, évidemment. Analysons un peu ce poème. Le renard de la même famille qu'un chien est un prédateur né. À moins de 5 ans, est capable de sauter à 1 mètre. Le corbeau, à côté de ça, c'est le poulet rôti de service. Qu'est-ce qui manquait au renard pour sauter sur le corbeau? En plus d'avoir un fromage, il l'aurait assaisonné de son sang. Bon, il y aurait des plumes, mais quand même. Qu'est-ce que la guerre? Si ce n'est des massacres des gens qui ne se connaissent pas, au profit des gens qui se connaissent et ne se massacrent pas, selon Paul Valéry. Qu'est-ce que la guerre? Si ce n'est qu'un jeu d'échecs où chaque soldat est un pion, moi à la main qui les ramasse, un game over sans replay. Qu'est-ce que la guerre? Si ce n'est qu'une perte de temps, d'argent, de vie, de leçons et de culture. Alors merci, c'est vrai, on fait la guerre pour avoir la paix. Non, on fait la guerre pour avoir une paix. La guerre en soi, elle reviendra quand même. Les vainqueurs d'hier sont devenus les vaincus d'aujourd'hui. Notre armée, la RDC, n'avait rien envié avec l'armée de la Belgique. D'ailleurs, nous constituons l'armée de la Belgique. Et aujourd'hui, vous savez quelle armée nous fait peur? Celle du Rwanda. L'Allemagne avec Hitler était une armée crainte par le monde. Et aujourd'hui, elle est quoi? Une simple boutique où on achète des armes. Vous faites la guerre pour avoir une paix qui fera une guerre, qui fera une paix. Si le dialogue vient avant la guerre, et si la guerre n'est que le fruit d'un mauvais dialogue, tandis que si après la guerre, lorsque l'on se lasse des pertes de vies humaines, on finit par dialoguer pour établir un traité. La guerre au milieu, elle se rapporte. Mesdames et messieurs, j'en appelle à vous, je vais vous mettre dans un contexte. Chacun de vous, des otages. Voilà ce qu'il faut faire. Soit vous acceptez de vous rendre à l'ennemi, ce qui ferait de vous des esclaves, soit vous vous battez pour essayer de retrouver votre indépendance, votre paix. Bon, voilà la question. J'étais mal à tuer un poulet, j'ai peur d'une souris. C'est moi le chef de bataille. Qui ira dans le camp adverse? Vous irez dans le camp adverse sans me soutenir? Si vous étiez des esclaves et que j'étais votre dernier espoir, bon, vous me demandez je suis qui? La seule chose que je sais faire, c'est parler. Je ne sais pas regarder un corps ou un cadavre. J'ai du mal à tuer un poulet. Ma limite, c'est le poisson. Et moi, quelqu'un comme moi, je vous conduis en guerre. Vous irez vraiment me suivre? Et je vous en veux pas. J'aimerais bien dire que vous n'êtes pas patriote, mais je vous aurais déjà lâché en premier. L'homme n'est pas qu'un être fait de chair et de sang. C'est aussi un ensemble complexe de logique, d'émotions et d'intelligence. Or, bon, bien que philosophe, Paul Vaillant-Couturier a dit « L'intelligence défend la paix, l'intelligence a horreur de la guerre. » Je vous raconterai, moi, ce qu'est la guerre.
Lorsque vous entrez dans le monde de la guerre, surtout si vous êtes un soldat, vous êtes un pion au service de ma bouche. Vous êtes condamné pour mourir. C'est moi qui décide de quand est-ce que vous allez mourir. Si jamais vous mourrez, je vous remplace. S'il n'y a pas de bras, je prendrai vos femmes et vos enfants. C'est pas ça qui manque. Après tout, si on fait ça en Ukraine, vous vous battez pour la paix, non? Et vous savez pourquoi? J'ai besoin de faire le plus de tas de cadavres et de sang possible. Parce que ma richesse repose sur votre sang. Moins il y a de morts, moins on nous soutiendra financièrement, moins je volerai de l'argent pour faire ma richesse. Merci beaucoup. Je ne viens pas là pour dire de ne pas être prêt. Mais mesdames et messieurs, si aujourd'hui je peux nous affirmer, si je peux affirmer nos propres co-débatteurs comme étant des titans, contre qui je me suis battu pour arriver ici? N'est-ce pas le pouvoir de notre bouche qui nous a amenés ici? La vraie intelligence ne consiste pas à régler un problème, mais déjà à l'analyser. Alors, mes chers co-débatteurs, il n'est pas intelligent de foncer devant un problème pour le régler, quand de base on pouvait l'éviter. Je vous remercie. Leur gabarit intellectuel a un plus haut niveau à tel point que ma morphologie s'y fait. Je n'arrive pas. C'est tellement compliqué. Voilà. Une autre étape. Vous savez, Karl Jaspers dit qu'en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Ça, c'est Karl Jaspers, un philosophe. Maintenant, c'est l'étape des questions-réponses. Chaque équipe va poser 2 questions. 2 seulement. Si vous n'en avez pas, posez une. Si une question manque, vous avez les choix. On CD. Shaoumba, question. L'homme scientifiquement est un animal. Homo sapiens sapiens, mammifère de la famille des primates et un prédateur pour lui-même. Alors, dites-nous, si l'homme par l'intelligence décisive n'est pas capable de faire une prose semblable au bucolique pour avoir ce qu'il désire. L'homme, Homo sapiens sapiens, mammifère de la famille des primates, est un prédateur pour lui-même. Comment pouvez-vous prôner la guerre qui devrait se faire avec une conscience mutuelle entre ces guerriers si même l'homme aveugle préfère accorder sa confiance à un chien? Étape ne va pas se laisser faire. Il va répondre. Merci pour votre question. Si je dois résumer votre question en quelques lignes, je vais m'indiquer si c'est correct ce que je veux dire. Donc, vous êtes de me demander comment l'homme qui est en soi conflictuel peut-il faire confiance à un chien ou à clairement quelque chose d'inoffensif au lieu de clairement aller vers la guerre. C'est un peu dans ce sens que vous allez. Alors, c'est pas grave. On va quand même vous donner notre réponse. Alors, la guerre n'est pas faite parce qu'on n'est pas intelligent. La guerre, elle est faite avec intelligence. On connaît les lois de la guerre. Les principes de la guerre structurent cette chose. Structurent exactement ce que l'on veut faire. Car avant de se battre, on sait d'abord qui est notre adversaire. Avant de se battre, on sait pourquoi on le fait. Et nous, on ne le fait pas parce qu'on a des armes ou parce qu'on a un excès de soldats, mais on le fait parce que notre premier objectif, c'est la paix. Et pas une paix simple, mais une paix durable. Quand vous dialoguez, tout le monde peut parler. Votre dialogue, lui, ne repose que sur votre voix, donc sur la confiance. Et si je ne vous fais pas confiance, et si vous me décevez, qu'est-ce qui se passe? Nous retombe pas dans un conflit. Alors, non seulement vous vous basez sur la confiance mutuelle,
chose que l'homme a réellement un peu perdu ces dernières années. Mais nous, on se base sur la logique. On sait qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler et finalement sortir l'arme et faire parler les fusils. Parce que là où moi, je ne tue pas parce que je peux, mais je tue parce que je sais ce que je peux. Complément des réponses. Je commencerai d'abord avec cette citation d'Aristote qui dit « Nous faisons la guerre afin de vivre en paix. Le seul objectif de la guerre, c'est une paix durable. » Nous n'avons pas commencé à faire la guerre juste comme ça. C'est parce qu'au départ, nous avons d'abord parlé. Et lorsque nous avons vu que les diplomaties ont échoué, c'est là que nous avons commencé à guerroyer. Lorsque les diplomaties échouent, c'est là que la guerre intervient. Merci. Il y a un complément? Les grands accords ont été signés tous après des grandes guerres longues et sanglantes, notamment les traités de paix de Paris en 1856, la guerre, et après cette guerre, les traités ont été signés, pourquoi il y a eu d'abord guerre. Donc les dialogues échouent, ensuite on décide d'agir. Voilà. Merci. Votre question. Votre question. Ma question est très simple. En partant de vos mots et de votre récitation, en comprenant que le dialogue, au final, cette conversation ne serait qu'une flatterie dans le but d'avoir ce que l'on veut. Donc on ne fait plus la guerre avec les armes, mais avec les mots. Alors, en se basant encore sur ce que nous avons pu développer, donc la confiance mutuelle, que faites-vous quand finalement l'une des parties dans le dialogue ne respecte pas les accords conclus, comme ce fut le cas avec l'Allemagne, avec le traité de Versailles? En soi, le traité de paix, on est sûr d'une chose. Il n'y est pas écrit « nous abandonnons, nous faisons la paix ». Votre coéquipière a dit que lorsque les mots ne marchaient pas, il fallait faire la guerre. Mais le dialogue, la conversation sur le traité de paix, il vient aussi parce que la guerre, justement, n'a pas marché. Sans compter qu'un traité de paix ne peut pas être signé sans avoir des sanctions au préalable. Alors, nous avons par exemple certaines organisations qui ne se contenteront pas de faire la guerre alors que le but était de l'éviter. Couper les finances ou les retirer de l'organisation même est aussi une sanction. Elle aura donc la sanction du traité en question. Complément des réponses. En plus, nous ne sommes pas responsables de ce que vous sous-entendez, mais de ce que vous entendez. Winston Churchill dit « L'échec n'est pas fatal, la réussite n'est pas finale, mais c'est le pouvoir de continuer qui compte. » Si les dialogues échouent, on continue. Parce que Jean Jaurès dit « On ne peut faire une guerre pour se débarrasser d'une autre guerre. » Et Martin Luther King ajoute en disant « La non-violence est la réponse aux cruciales questions politiques et morales de notre temps. » Et aussi, Cicéron dit dans son œuvre De Oratore, l'art de la parole est la meilleure chose qui puisse exister, car elle atténue les esprits. Merci, merci. Merci. Ils se sont posés des questions. Mais place aux éminents membres du jury. La première question du jury s'adresse à l'État. Parce que j'ai cru comprendre que l'État est favorable à la guerre. Et ma question est celle-ci. Comment un agresseur vous fait la guerre parce qu'il a besoin de prendre vos biens ou vos terres? Comment imaginez-vous qu'avec quelqu'un comme celui-là, vous pouvez négocier aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut en faisant la guerre? Passer par le dialogue, est-ce une simple formalité? Parce que vous savez que ça finirait par la guerre. Voilà. Et ma seconde question s'adresse aux filles
de Shaumba. On sait quand la guerre commence. C'est donc quand elle finira. À cause de cet inconnu, n'avez-vous pas peur de faire la guerre? Alors, le dialogue en ce moment-là, il intervient. Parce que vous êtes favorable au dialogue. Comment y arriverez-vous avec ces hypothèses non résolues? Vous avez appuyé la session dialogue. On commence d'abord par la pensée de John Maynard, avant que je ne pose ma question. Il dit que la difficulté n'est pas de comprendre des idées nouvelles. Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter. Les deux vous soutiennent dans le dialogue. Mais ne comprenez-vous pas que la guerre est la meilleure forme ou la meilleure arme pour gagner une guerre? Le dialogue plutôt est la meilleure arme pour gagner une guerre. Le dialogue n'est-elle pas une meilleure arme pour gagner une guerre? Si oui, c'est que le dialogue fait partie des armes des guerres. Avez-vous compris? Hein? La question est bien saisie? Très bien. Merci, maître. Une question pour Edap. Une question pour Edap. Antoine de Saint-Exupéry dit « La guerre n'est pas une aventure, c'est une maladie. » Sénèque vous complète et vous soutient en disant que la crainte de la guerre est encore pire que la guerre elle-même. J'ai été consterné de vous voir donner des exemples occidentaux. Vous donnez une jurisprudence de Paris, pourtant vous avez votre propre pays. Combien de dialogues ont échoué et combien de guerres ont engendré des dialogues en RDC et combien de dialogues ont engendré des guerres en RDC? Vous pouvez les énumérer? Combien de dialogues nous avons connus dans notre pays, mais qui ont engendré des guerres? Et combien de guerres dans notre pays ont engendré des dialogues? Edap, ça va? Deux questions. Merci. Merci. Il me semble que pour répondre à ces questions, il faut un esprit de large envergure, de haute facture et surtout d'une honnêteté incommensurable et enfin beaucoup de courage. Ils prendront ce courage, ils vont répondre. Shaumba. Nous nous attellerons plus à la première question d'abord. Comme nous l'avons dit à l'introduction, la guerre en soi n'est qu'un jeu. Étant le manipulateur, je ne parle pas seulement pour ce qui est du présent. Je parle par rapport à ce que je sais du passé, à ce que je constate du présent et à ce que je veux pour l'avenir. Le dialogue ne se résume pas seulement à parler, mais parfois à plaire, à blesser, à dire la vérité, à mentir, à soudoyer, à demander et tant de choses encore. Le dialogue ne peut pas être résumé au simple bien parler, car ce que je pourrais appeler mauvais parler restera quand même un dialogue. Je ne parlerai pas en fonction de ce que je voudrais, mais en fonction de ce que je veux pour demain. Et c'est très différent de cela. Donc en parlant, en soutenant le dialogue, je n'appuie pas seulement que l'homme n'est pas qu'un tas de muscles. C'est aussi une intelligence. Et cette intelligence est censée réfléchir à ce qu'elle voulait, ce qu'elle veut et ce qu'elle voudra. Je vais répondre aussi à la deuxième question. Quand on dit que le dialogue est une arme, c'est une figure de style, l'hyperbole. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une arme physique pour massacrer, pour exterminer ou pour décimer. Non, c'est une figure de style, l'hyperbole. Et je l'appuie aussi à la première question en disant, on ne sait pas quand est-ce que la guerre prend fin, mais elle prend fin en dialoguant. Deux grandes puissances qui sont fortes se battent
Et ces massacres, ils voient qu'ils ont créé des débats dans leur patrie. Ils vont s'asseoir et parler parce que l'un ne dépasse pas l'autre. Merci. Merci. Les questions pour vous poser. Ah, étape humaine. Ils ont un gabarit intellectuel coriace. Répondez. Merci beaucoup pour votre question. Pour résumer, vous avez demandé comment est-ce qu'on fait avec un agresseur qui vient vers nous et dont le but est de piller nos ressources, littéralement. Comment est-ce qu'on peut arriver à une solution avec lui si on en sait qu'au final c'est toujours la guerre qu'on va prôner. Alors, j'aimerais revenir, donner une réponse claire à cette question en parlant d'un fait qui a été énoncé par Saint Thomas d'Aquin, qui était le principe de la guerre juste. Quand on fait la guerre, on ne la fait pas seulement parce qu'on est dans la capacité de la faire, mais on la fait parce que l'on sait le but qu'on peut atteindre. Une personne qui vient sur votre territoire pour vous piller n'a droit qu'à la guerre. On ne discute pas avec quelqu'un qui vient voler chez vous la nuit. On fait tout pour le faire sortir de la maison, quitte à le battre. Il faut se défendre, c'est de la légitime défense. Et là, je suis dans mon droit. Et donc, la guerre demande une certaine légitimité. Et ici, certes, comme l'a précisé ma débatteuse, elle a dit dans son argumentaire que chaque méthode que nous sommes en train de défendre ici a eu son lot de victoires et d'échecs. Mais le lot de victoire est dû au fait qu'on l'a correctement appliqué. Et le lot d'échecs est également dû au fait qu'on l'a mal appliqué. Donc ce n'est pas parce qu'on applique mal quelque chose que forcément cette chose est inefficace. Il faut juste savoir lire la posologie et savoir correctement faire les choses. En parlant de légitimité en ce qui concerne la guerre, l'Organisation des Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, a adopté ce qu'on appelle la diplomatie préventive. Mais malgré cela, elle dit quand même que l'on peut employer la force en cas de légitime défense. Donc on peut dialoguer, mais la guerre s'emploie en cas de légitime défense. On ne fait pas les procès des guerres, mais on donne une solution favorable. Merci. Quant à la deuxième question, Monsieur le vice-président, vous avez demandé de parler pour une fois également de notre continent, mais plus particulièrement de notre pays. Parler du Congo généralement et dire combien de guerres et combien de dialogues avons-nous eu qui ont finalement apporté la paix. En tant que guerrier, je commencerai bien sûr par... Nous commencerons par donner des exemples de guerre. Le Congo a connu deux guerres, la première et la seconde guerre du Congo. Et par ces deux guerres, nous avons fini par un dialogue. Et non seulement cela, nous sommes arrivés à une conclusion avec la Constitution de 2006. Cela ne veut pas dire que parce qu'on a dialogué à la fin, que la guerre était inutile. Il faut surtout se souvenir d'une chose essentielle. Si ceux qui dialoguent ont la capacité d'écrire des traités de paix, ont la capacité d'écrire certains documents pour empêcher que la guerre ne se reproduise, c'est simplement parce que la guerre a donné les idées nécessaires à cette écriture. Donc au final, la guerre génère les diplomates. La guerre génère ceux qui dialoguent. Et au final, on ne doit pas simplement voir la guerre comme étant quelque chose d'immoral, mais on doit voir que le développement, même des idées, même de la manière de réfléchir, vient du côté de la guerre. Combien de dialogues on pourrait citer autant de dialogues que l'on peut, comme ceux que nous avons eus lors des périodes électorales assez tumultueuses ici en RDC. Mais malgré tout cela, on n'est pas passé par la guerre. Ça, ce n'est pas exactement ce qui est dit, parce que le dialogue n'était pas entre plusieurs États, mais il était simplement entre nous. Et nous, on ne cherchait pas à se tuer, on cherchait simplement à trouver une solution assez simple. Et cette solution, on n'a pas dialogué pour l'avoir. On a signé des accords sans comprendre. Certains sont sortis de ces accords et au final, on se retrouve encore avec d'autres problèmes qu'on doit encore régler aujourd'hui. Nous aimerions savoir si la paix pour vous est la forme la plus puissante, si le dialogue pour vous est la forme la plus puissante pour avoir une paix durable. Pourquoi un État c'est pas faisable?
C'est une question à double ascension. Prenez encore une sous-question, à cette même question. À la visite du pape en RDC, nous avons vu des femmes violées qui ont apporté des machines avec lesquelles on les a violées. Alors j'aimerais savoir, pour cette femme-là, vous conseillez d'aller dialoguer avec son bourreau ou vous conseillez à cette dame-là de prendre ses armes ou des armes pour se défendre? Et pour l'UPEN, vous êtes en train de soutenir la guerre. Moi, je m'en vais aux conséquences. Les conséquences des guerres, ne voyez-vous pas que ça crée des criminels en devenir au lieu de créer des hommes de paix? Et si la guerre était pour une paix durable, pourquoi finit-elle toujours par le dialogue? Donc pour une paix durable, ne trouvez-vous pas qu'on doit concilier les deux éléments, le dialogue et la guerre? Ils sont prêts, ils sont prêts. Et elles sont aussi prêtes. Chaouba, vous êtes prêts? Répondez. Pour ce qui est de mon cas au nom de l'équipe, je répondrai à la sous-question sur... Merci. Sur les femmes que nous avions surpris, ainsi animées par leur gourou. Je prendrai sur les mots. Comme je l'avais dit, le dialogue ne consiste pas au bien parler. Il y a aussi la manipulation. Si il est facile de dire que la guerre apporte la paix, mais c'est simplement l'idée que j'aurais mise à mes guerriers. Comme Anatole France le dit, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. C'est avec son gourou que je dialoguerai, car c'est lui qui aura réussi à inciter ces femmes à se jeter sur quelqu'un comme le pape avec une machette, sa sainteté. Comment pourrait venir une idée pareille, si ce n'est de leur gourou, le manipulateur, la main qui manipule les pions? Et c'est là qu'on fait appel à l'intelligence décisive qui, par son intelligence, a séduit les dieux de la mort Thanatos. Alors, nous ne sommes pas ici pour bafouer la guerre, mais la question est pour une paix durable, guerroyer ou dialoguer. C'est bien de guerroyer, mais pour une paix durable, il faut dialoguer. Merci. Merci. Votre tour, Edap. Merci pour votre question. Alors, la guerre n'a pas que des conséquences néfastes, elle a aussi des conséquences positives. Et je tiens à souligner que la guerre est un grand facteur de développement des grandes technologies. Bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des avions à réaction qui ont été inventés, des fusées, des radars, et la guerre a aussi permis des suffrages féminins, l'abdication à la monarchie. Toujours dans le sens des conséquences, on doit se rappeler que si aujourd'hui nous avons pu être libres, c'est parce qu'un jour il y a eu une guerre qui s'est achevée et a empêché ces puissances qui étaient en train de nous coloniser de rester aussi fortes que ça. Cela ne veut pas dire qu'à la fin, la guerre a des mauvaises conséquences, parce qu'aujourd'hui nous sommes libres parce qu'il y a eu une guerre un jour. Certes, on ne voit pas cela directement, mais les conséquences de la guerre sont périodiques. C'est une solution que l'on donne, elle va en étapes. Et si on ne se concentre que sur l'étape la plus douloureuse, on oublie clairement tous les bienfaits qui suivent après. Et aujourd'hui, vous nous allez demander si on ne peut pas concilier les deux. Mais en réalité, c'est l'une qui est la conséquence de l'autre. C'est parce qu'il y a eu la guerre qu'on s'est demandé si on ne peut pas dialoguer. Mais à la fin, la guerre, elle, a permis de régler le vrai problème que le dialogue est seulement venu sceller. Donc en réalité, la paix est venue d'abord de la guerre, en soi. Ok, il faut concilier les deux. Au tout début, nous avions dit que les deux ont des avantages, les deux ont connu des échecs et des succès, tandis que nous ne pouvons pas le concilier car le sommet de la G20, l'Assemblée générale de l'ONU, tant d'organismes et des sommets diplomatiques doivent être constants. Sans cela, la diplomatie va perdre son efficacité.
Quels sont les diplomates? Les diplomates se réunissent pour régler des conflits en surface. Et pourtant, il faut traiter la source du problème de peur que les conflits ne puissent se dégénérer. Et lorsque les conflits se dégénèrent, les diplomates n'ont plus de foi. Merci, 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 on applaudit pour eux. Sommes-nous convaincus? Sommes-nous convaincus? C'est pas la fin. C'est pas la fin. Vous savez, pour représenter Apollon, il est contre-indiqué de les laisser dormir, non moins pour Jupiter. Parce que Apollon verra perdre sa beauté et Jupiter serait ridicule. Alors, pour que Edap ne puisse pas dormir et perdre sa beauté, pour que Shaoumba ne puisse pas être ridiculisé, ils vont tous se lever. Mettez-vous debout. Shaoumba et Edap, debout. Les émotions, réduire les passions et élever l'esprit et la raison à un plus haut niveau d'abstraction. 1 minute pour chacun. 1 minute à vous. Edap, 1 minute. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, en parlant du dialogue, très chère co-débatteuse a simplement dit qu'entre chaque dialogue, il y avait une guerre. Donc au final, on reconnaît une bonne fois pour toutes que quand la guerre est là, quand le conflit est là, généralement la diplomatie n'a pas suffisamment de force pour l'empêcher. Et donc on a réellement un échec de la diplomatie et comme pour se relever, et comme pour se dire que bon, on a échoué une fois et on peut faire mieux, on se dit qu'après chaque désastre, on a pu trouver une solution avec le dialogue. Pourtant, ce n'est pas réellement la logique. Ils sont venus quand il n'y avait plus de balles, quand il n'y avait plus de problèmes, ils sont apparus et ont commencé à réclamer que c'est eux qui pouvaient régler le tout. Pourtant, la guerre d'elle-même, une fois qu'elle finit, elle est capable de rétablir l'ordre. Car c'est celui qui fait la guerre qui connaît la logique qui va imprégner. Et de cette logique n'intervient que la logique de la paix. Et la paix devient encore durable. Parce que quand je vais faire ma guerre, j'ai déjà planifié le tout. Chaque personne qui fait la guerre a une tactique dans sa tête. Et il sait exactement ce qu'il est en train de prévoir jusqu'à la finalité. Shaoumba. Et parfaite, c'est la paix. 1 minute. Citation de M. Jean-Pierre, élève de l'EDAP du PEN, ce n'est pas parce qu'une chose est inutile qu'elle est inefficace. L'essentiel est de l'utiliser correctement. Le dialogue au départ n'a tout simplement pas été utilisé correctement, mais à la fin a réglé le problème. La Première Guerre mondiale a coûté 191 milliards aux USA et la seconde lui a coûté 2894 milliards, ainsi que 494 milliards au Vietnam. Et il a fallu que Bill Clinton joue le rôle de médiateur de la paix pour apaiser la guerre entre l'Israël et l'Arabe qui a duré 8 ans. Le traité de Versailles a aussi joué un rôle pour amener la paix contre la guerre d'indépendance des États-Unis et la guerre entre la France et l'Allemagne. Réplique. Edap. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu un traité qui a été signé, le traité de Versailles. Mais malgré ce traité, cela n'a pas pu emmener une paix durable, ce qui a fait qu'il y ait encore une deuxième guerre mondiale. Si le traité de Versailles avait pu emmener une paix durable, pourquoi avons-nous eu besoin de faire encore une deuxième guerre mondiale? Et tout le monde sait qu'après la pluie vient le beau temps. Donc après la guerre vient la paix. Nous faisons la guerre pour une paix durable. Placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les problèmes, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est l'ouvrier. La faute n'incombe pas aux identités remarquables. Si tu as écrit que A plus B au carré égale à facteur de A moins B, je dirais A moins B plus B. Or, c'est A au carré plus B plus B carré. Donc, faites votre travail correctement. Sans compter que c'est vous-même, les ouvriers, les guerriers, qui n'avez pas respecté cet accord. Après cet accord a engendré un désordre qui engendra un autre, qui engendra un autre, qui engendra un autre, tout le monde a été fâché, on a fait la guerre. Et techniquement, vous n'avez rien réglé. Soyez concentrés. Donc au final, ce que vous essayez de me dire, c'est que faut l'homme qu'il faut à la place
Ça. Donc, si simplement je dois mettre le diplomate qu'il faut à la place qu'il faut, je devrais résoudre le problème de la paix et ainsi la rendre durable. Mais alors, pensez-vous vraiment qu'on prend un diplomate incompétent pour aller signer un traité? Jamais. On choisit la personne qu'il faut. Et donc, à la fin, le problème n'est pas l'identité remarquable, mais la manière dont cette identité est écrite. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand on l'a écrite, on pensait que la solution, ce n'était qu'en regardant la feuille. Mais non, il fallait prendre le stylo et se mettre à travailler. C'est une équation à résoudre. Ce n'est pas des diplômes ou des dieux qui placent des diplomates. Et en plus, quand vous envoyez un mauvais diplomate, s'il n'est pas très compétent, s'il n'est pas très compétent, on peut envoyer un deuxième diplomate. Merci. La chaleur intellectuelle se dégage. La chaleur intellectuelle. Voilà, merci. Merci. C'était bon, c'était bon. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape. À qui la victoire? Nous voulons connaître l'équipe qui va remporter cette finale. Qu'il vous plaise de nous taire pour bien suivre la plaidoirie de chaque équipe. Comme Eda n'a pas commencé avec l'introduction, et d'ailleurs c'est à moi de décider, n'est-ce pas? Chaoumba, conclusion, plaidoirie. On applaudit pour Chaoumba. Chaoumba. Le monde, je les connais et j'y vis. Il est vrai que dans le monde, du talent, il y en a. Des idées, il y en a. Et de l'intelligence, il y en a. La meilleure arme est de s'asseoir et parler, dit Mandela. La parole et la raison unissent les hommes, dit Cicéron. Mesdames et messieurs, honorables jurys, co-débatteurs, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Alors, dialoguer n'est pas synonyme d'être lâche. Dialoguer ne veut pas dire avoir peur. Dialoguer ne veut pas dire faire preuve des faiblesses. Dialoguer, c'est plutôt faire preuve d'humanisme, de prévoyance et de sagesse. Alors, oui, je le dis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Car Marcus Tullius Cicero, ou si vous voulez, Cicéron, n'a pas déjoué la conjuration des Catilines par une stratégie militaire. Il l'a fait en disant que dans armes à Togaï, que les armes cèdent à la toge. Tous les Catilinaires, un dialogue entre les Senatus Consultus, Cicéron, Catilina et la Res Publica. Je les clame parce que la plèbe qui faisait partie du service militaire et qui ne bénéficiait d'aucun droit civil n'a pas fait la guerre aux patriciens. Ils l'ont fait par un dialogue. D'où la Lex Duodecim Tabulorum, la loi des 12 tables. Et je réclame encore parce que la Fondation des débatteurs sans frontières a pour vision de faire
la jeunesse des acteurs du développement intégral à travers l'affermissement de l'esprit par un débat critique. Et non pas, pourquoi pas par une formation militaire. Pourquoi pas par une formation militaire, mais par un débat, un dialogue. Honorable jury, co-débatteurs, prestigieux audience, aujourd'hui, nous nous permettons de parler à nos paradigmes par la prosopopée. Mandela, Gandhi, Lumumba, Martin Luther King, vous êtes partis sans être partis, car nous continuons la marche de l'objectif pour lequel vous avez dédié votre vie. Vous avez été médiateurs de la paix, non pas par l'épée, mais par les parler. Ainsi, à cause de vous, pour la Libye, nous parlerons. Pour le Tchad, nous parlerons. Pour la RDC, nous parlerons. Téméraires et fiers, nous nous engageons d'être la bouche des malheureux. Nos voix, la liberté de celles qui s'appellent au cachot du désespoir. Car nous ne sommes pas spectateurs de nos vies, nous en sommes les sujets. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chères contradictrices, auguste Assemblée, bon après-midi. Tout au long de ce débat, vous avez pu voir ou constater une nette différence. Nous, du côté de la guerre, nous n'avons pas voulu utiliser des mots trop compliqués. Notre langage était assez simple. Parce que nous avions une pensée directe. Pour nous, on ne passe pas par 4 chemins. On n'essaye pas de tromper quelqu'un. Non, nous, on sait ce qu'on fait et on sait où on va. Mais, je ne vais pas citer leur nom. Non, il faut plus facile. Mais Chaoumba, de son côté, a préféré utiliser tous les langages de tous les grands orateurs. Parce qu'au final, si on doit le constater, le dialogue ne se résume qu'à ça, à parler. C'est tout. Parce qu'à la fin, est-ce qu'on trouve réellement une solution à notre problème? On se calme. Notre problème, ce n'est pas simplement de savoir quel verbe conjuguer, mais c'est de réellement trouver une solution qui dure dans le temps et dans l'espace. Alors, on se calme. Merci. Alors, on aura beau parler, on aura beau créer tous les discours possibles, si je n'ai pas de solution, demain je reviendrai parler, vous n'allez toujours rien comprendre. Après demain je reviendrai parler et on va toujours arriver à la même chose. Et au final, il nous faudra une nette solution qui va totalement nous libérer. Et je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, l'humanité un jour a su reconnaître la puissance de sa pensée et a créé la guerre. De ce côté-là, Homère définit la guerre dans l'Iliade. Il l'appelle polémos katos. Autrement dit, la guerre est un mal. Mais c'est étonnant de voir que juste après, il ajoute un mal nécessaire. Parce que la vie humaine elle-même est une guerre permanente. Et elle n'est pas basée sur de la violence inutile, mais sur de la violence bien concentrée, qui nous permet d'atteindre un but. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes du côté de la tactique, nous allons partir d'un constat. Prenons le dialogue du point de vue diplomatique. À chaque fois qu'on veut aller signer un accord, on ne se base que sur une chose, la confiance. Parce que quand on appose sa signature, on ne veut qu'une chose, que celui qui a signé ne puisse jamais un jour rompre
ce pacte, ce lien qu'il a formé. Mais revenons aux causes d'une de nos guerres qu'on peut voir comme étant préférée. La Seconde Guerre mondiale. C'est en refusant une nouvelle guerre que la France et la Grande-Bretagne ont accepté de laisser l'Allemagne faire son expansion. L'Allemagne nazie qui, entre-temps, a reformé une armée. En 1939, 38, excusez-moi, la France et la Grande-Bretagne signent les accords de Munich qui entérinent l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, au détriment des accords d'alliance. Donc on comprend que même ceux qui dialoguent sont capables, simplement parce qu'ils veulent conserver quelque chose, d'oublier leurs propres paroles. Donc ce ne sont déjà pas les gens de confiance. On continue encore. Avec une attaque vers la Pologne en 1939, la Seconde Guerre mondiale commence. Donc on remarque une complaisance de la part de ceux qui dialoguent. Parce qu'au final, eux, ils ont tellement peur qu'un jour, ils n'arrivent pas à une solution, qu'ils acceptent tout ce qui peut arriver à une solution. Mais en réalité, on n'a pas de solution. On tourne en rond. On revient le lendemain, on se réunit, on fait des années sans parler et on ne trouve jamais rien du tout. On invente des figures de style, on invente des manières de parler et on revient encore au même problème. Parce que le dialogue, lui, ne touche pas les facteurs réels, lui ne touche pas les facteurs de surface. Alors, il est grand temps de reconnaître le pouvoir de la guerre. Parce que si vous pensez que la guerre, ce n'est que le moment où tout est dans le chaos, où on se trouve meurtri, où l'on a seulement des blessés et des morts, vous oubliez clairement que la guerre, ce n'est pas un point précis du temps, c'est tout un long parcours. Vous savez, quand vous êtes malade, on ne discute pas avec votre maladie, on ne discute pas avec votre kyste, on l'attaque, parce qu'on sait ce qu'il peut vous faire. Alors, en arrivant pour discuter avec votre kyste, il faut que ça vous fasse mal. Il faut qu'en ayant pris votre médicament, qu'il vous fasse mal. Et une fois qu'il a fait mal, ce n'est qu'un processus. Parce qu'après, vous avez la guérison. Donc, voyez là où on arrive. Une minute. Alors, on me donne 1 minute pour finir. Mais je crois que 1 minute, ce n'est pas suffisant pour vous expliquer réellement tout ce qui se passe. Parce que la guerre, vous n'êtes pas seulement ici à savoir par définition c'est quoi la guerre, vous savez également comment elle se passe. Et vous savez qu'à l'est de la RDC, ce n'est pas du dialogue dont nous avons besoin, mais de la guerre. Notre propre président l'a dit, il n'est pas question, je paraphrase, il n'est pas question d'aller dialoguer avec ce groupe. Il ne sera nullement question de dialogue. Parce qu'il sait que quand on vient m'attaquer, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un, s'il te plaît, tu es chez moi, sors. Non. Pourquoi je me suis entraîné? C'est pour aller me défendre. Et dans nombreux pays, on entraîne les gens à se défendre. Parce que nous sommes dans la logique du si vis pacem, parabellum. Nous, on prépare la guerre. On sait c'est quoi l'efficacité de cette guerre. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous demander une chose. Si vous voulez la paix, dialoguez. Si vous voulez d'une paix durable, et royale.